Le Mali est souvent décrit comme un pays de sourires, d'hospitalité légendaire, de traditions anciennes transmises avec fierté. Un endroit où l'étranger est accueilli comme un invité, parfois même comme un frère. Mais derrière cette image apaisante existe une autre réalité, plus silencieuse, plus stricte, et rarement expliquée. Ici, certaines règles sociales ne sont jamais enseignées aux visiteurs. Elles ne sont pas écrites. Elles ne sont pas négociables. Et les enfreindre peut provoquer bien plus qu'un simple malaise. Ce que vous allez entendre ne figure dans aucun guide touristique. Ce sont des tabous culturels réels, vécus au quotidien, que même beaucoup de Maliens évitent d'aborder ouvertement, surtout devant des étrangers. Au fil de cette vidéo, vous découvrirez ce que les touristes voient, et surtout ce qu'ils ne verront jamais. Chaque révélation ouvrira une couche plus profonde, des silences lourds de sens, des règles invisibles, et des erreurs qui peuvent isoler, humilier, ou parfois mettre en danger. Et plus on avance, plus la réalité devient troublante. Le silence n'est pas un vide, c'est un langage. Au Mali, le silence n'est jamais vide. Et pour beaucoup d'étrangers, c'est la première chose qui déstabilise. Vous posez une question simple. La réponse tarde. Le regard se détourne. Personne ne semble pressé de combler ce vide. Mais ce silence n'est ni un oubli, ni une hésitation. C'est un langage à part entière. Dans de nombreux contextes maliens, parler trop vite, trop clairement ou trop directement peut être perçu comme une forme d'agression. Dire les choses sans détour, comme on le ferait ailleurs, peut donner l'impression d'imposer son point de vue, de manquer de respect ou de ne pas comprendre sa place. Le silence, lui, permet d'éviter le conflit. Il sert à protéger l'harmonie du groupe, à laisser à chacun le temps de comprendre, d'accepter ou de refuser sans le dire. Pour un touriste, ce non-dit crée un malaise. On se demande si l'on a offensé quelqu'un, si l'on a dit quelque chose de déplacé, ou si l'on n'est tout simplement pas le bienvenu. Mais ce silence cache autre chose, car au Mali, ce qui n'est pas dit est souvent plus important que ce qui est prononcé. Et ce n'est que le début. Regarder quelqu'un dans les yeux peut être une faute. Dans beaucoup de pays, regarder quelqu'un dans les yeux est un signe de sincérité. Au Mali, ce geste peut avoir un tout autre sens. Face à une personne plus âgée, un supérieur ou quelqu'un de socialement respecté, soutenir le regard trop longtemps peut être interprété comme un défi. Ou pire, comme un manque de respect. Pour un étranger, ce code est invisible. On croit montrer de l'attention, de l'honnêteté, parfois même de la politesse. Mais en réalité, on peut mettre l'autre mal à l'aise sans s'en rendre compte. Dans certains contextes, baisser légèrement les yeux est une marque de considération. Un signe que l'on reconnaît la place de l'autre, que l'on accepte une hiérarchie tacite, rarement expliquée mais profondément ancrée. Ce décalage crée souvent un choc culturel discret. Rien n'est dit. Personne ne corrige le touriste. Mais le lien se tend, subtilement. On sent une distance s'installer. Un sourire moins franc. Une conversation qui s'écourte. Car au Mali, le respect ne passe pas seulement par les mots. Le corps parle, lui aussi. Et parfois, il en dit bien plus que ce que l'on croit comprendre. Poser certaines questions innocentes est très mal vu. Certaines questions paraissent anodines pour un visiteur. Elles sont posées sans arrière-pensée, parfois même avec curiosité ou bienveillance. Mais au Mali, quelques sujets sont entourés d'un silence strict. Demander l'âge exact de quelqu'un, parler ouvertement d'argent, ou poser des questions directes sur la situation familiale, peut provoquer une gêne immédiate. Pas parce que la personne refuse de répondre, mais parce que la question elle-même est déplacée. L'âge touche au respect et à la hiérarchie. L'argent renvoie à la dignité et à la responsabilité collective. Et la famille n'est pas une affaire privée comme ailleurs. Pour un touriste, ce malaise est souvent incompréhensible. La discussion change soudainement de ton. Les réponses deviennent vagues. Ou le silence revient, lourd. Ce qui semble être une simple conversation devient une intrusion involontaire. Une frontière invisible vient d'être franchie. Car au Mali, ces sujets ne concernent jamais une seule personne. Ils engagent tout un équilibre social.
Un réseau de liens, d'obligations et de non-dits. Et surtout, la famille n'est pas ce que beaucoup d'étrangers imaginent. Pas du tout. La politesse occidentale peut être interprétée comme froide. Pour beaucoup de visiteurs, être poli signifie être efficace. Dire bonjour, sourire, aller droit au but. Ne pas déranger plus que nécessaire. Au Mali, cette attitude peut être perçue comme froide, parfois même comme suspecte. Ici, la politesse ne se mesure pas à la rapidité, mais au temps accordé. Prendre des nouvelles longuement. Demander des nouvelles de la famille. S'asseoir. Attendre. Recommencer. Un touriste pressé, trop direct, trop organisé, peut donner l'impression de vouloir prendre, sans vraiment entrer en relation. Même avec un sourire sincère. Cette contradiction crée une incompréhension silencieuse. L'étranger pense être respectueux. L'hôte, lui, ressent une distance. Car la lenteur n'est pas un manque d'efficacité. C'est une preuve d'attention. Un signe que la relation compte plus que l'objectif. Refuser ce rythme, consciemment ou non, revient à refuser le lien. Et au Mali, le lien est central. Mais ce tempo apaisé cache une autre réalité. Derrière cette apparente douceur se dissimule une structure sociale très précise. Une hiérarchie stricte. Que ce même touriste n'a encore jamais vraiment perçue. Le temps n'appartient à personne. Dans cette société, le temps ne se possède pas. Et tenter de le contrôler peut être perçu comme une offense. Un rendez-vous qui commence en retard. Une attente qui s'étire sans explication. Pour un touriste, cela provoque frustration et perte de repères. Mais presser quelqu'un, rappeler l'heure, insister sur un délai précis, peut être vécu comme une humiliation. Comme si l'on plaçait son propre agenda au-dessus de la personne en face. Ici, le temps est collectif. Il s'adapte aux relations, aux imprévus, aux priorités humaines. Pas l'inverse. Celui qui montre de l'impatience révèle surtout son incapacité à comprendre cet équilibre. Et sans le vouloir, il rompt une forme de respect implicite. Cette perte de contrôle déstabilise profondément les étrangers. On a l'impression que rien n'avance, que tout échappe. Mais en réalité, une autre forme de pression existe. Elle n'est jamais exprimée clairement. Elle ne concerne ni l'horloge, ni les délais. La vraie pression est sociale, invisible, et bien plus lourde, et c'est là que les règles commencent vraiment à se durcir. L'âge détermine ce que vous avez le droit de dire. Dans la structure sociale locale, l'âge n'est pas seulement un chiffre, c'est une autorité. Il détermine ce que vous pouvez dire, quand vous pouvez parler, et surtout, quand vous devez vous taire. Face à une personne plus âgée, exprimer un désaccord ouvertement est très mal vu. Même si vous avez raison. Même si la situation vous concerne directement. La jeunesse est censée écouter, apprendre, observer. Pas corriger. Pas contredire. Cette règle n'est presque jamais expliquée aux étrangers. Mais elle structure les conversations, les décisions et même les silences. Un touriste jeune qui donne son avis peut être perçu comme arrogant. Pas parce qu'il est impoli, mais parce qu'il ne respecte pas une hiérarchie invisible. Cette soumission est rarement ressentie comme une oppression. Elle est intégrée, transmise, acceptée comme un ordre naturel. Pour un regard extérieur, cela crée un malaise diffus. On sent que certaines voix comptent plus que d'autres, que certaines opinions ne seront jamais exprimées. Et dans ce système, il existe une autre frontière, encore plus stricte. Car si l'âge impose le silence, le genre, lui, le renforce davantage encore. Les femmes ne sont pas silencieuses par hasard. Pour beaucoup d'étrangers, le silence de certaines femmes au Mali est déconcertant. On l'interprète parfois comme de la timidité, ou comme un simple choix personnel. Mais ce silence n'est pas un hasard. Dès l'enfance, des rôles très précis sont transmis sans être formalisés. Ce qu'une femme peut dire, à qui elle peut parler, et surtout, quand il vaut mieux se taire. Dans de nombreux contextes publics, prendre la parole face aux hommes, surtout plus âgés, n'est pas encouragé. Non par une interdiction explicite, mais par une pression sociale constante, subtile, presque invisible. Les touristes n'en sont généralement jamais conscients. Ils voient des interactions calmes, respectueuses.
Ils ne perçoivent pas ce qui a été retenu. Ce malaise latent traverse les gestes du quotidien, les réunions familiales, les décisions importantes, les discussions qui semblent anodines. Ce système n'est presque jamais expliqué aux visiteurs. Le questionner ouvertement peut être mal perçu, car ces rôles sont considérés comme allant de soi. Mais c'est dans le mariage que ces règles deviennent plus concrètes, plus lourdes, et parfois bien plus difficiles à ignorer. Le mariage est rarement une affaire individuelle. Dans de nombreuses familles, le mariage dépasse largement deux individus. C'est une affaire de famille, parfois même de communauté entière. Le choix du conjoint n'est pas toujours une décision individuelle. Il est souvent le résultat de discussions, d'attentes, d'équilibres à préserver. Des alliances se construisent, des relations se renforcent. Pour un regard extérieur, cette implication collective peut sembler étouffante. On parle de perte d'autonomie, de pression sociale. Mais dans ce contexte, refuser un mariage n'est jamais un simple refus. C'est remettre en question l'autorité des aînés. C'est fragiliser des liens anciens. Parfois, c'est provoquer une rupture durable avec sa propre famille. Les touristes voient des cérémonies joyeuses, des fêtes colorées. Ils ne voient pas toujours ce qui a précédé. Les discussions silencieuses, les compromis imposés. Dans certains cas, le consentement existe. Dans d'autres, il est plus complexe. Influencé. Orienté. Cette réalité est rarement expliquée aux étrangers. Parce qu'en parler, c'est exposer une tension profonde. Une frontière floue entre choix personnel et devoir social. Et parfois, cette frontière disparaît presque entièrement. Certaines traditions sont respectées même quand elles font souffrir. Ici, la tradition est bien plus qu'un héritage. C'est une boussole morale. Elle guide les comportements, les décisions, les sacrifices. Même lorsque ces traditions provoquent de la souffrance. Certaines pratiques sont respectées non parce qu'elles sont toujours comprises, mais parce qu'elles sont anciennes. Parce qu'elles relient les vivants à ceux qui les ont précédés. Les remettre en question publiquement est extrêmement mal vu. Critiquer une tradition, c'est risquer d'être perçu comme quelqu'un qui renie ses origines, comme un traître à l'ordre social. Ce conflit intérieur est rarement visible. À l'extérieur, tout semble accepté, calme, cohérent. Mais derrière cette façade, beaucoup ressentent une tension silencieuse. Les touristes, eux, ne voient que le respect. Ils ne perçoivent pas les doutes, ni les souffrances intériorisées. Ce silence n'est pas une approbation totale, c'est une protection. Un moyen d'éviter la honte, l'exclusion ou la rupture familiale. Parler ouvertement de ces traditions est déjà un tabou. Mais il existe des sujets encore plus interdits. Des thèmes que même ce silence ne parvient plus à couvrir. Et à partir de là, le malaise devient plus profond. La sexualité existe, mais ne doit jamais exister publiquement. Dans l'espace social, la sexualité fait partie de la vie, mais ne doit jamais apparaître. On n'en parle pas. On ne la montre pas. On fait comme si elle n'existait pas. Les discours officiels, familiaux ou religieux sont marqués par une grande retenue. La pudeur est une valeur centrale. Tout ce qui touche au désir est repoussé dans le silence. Pourtant, la réalité quotidienne est plus complexe. Les relations existent, les tensions aussi. Mais elles sont entièrement dissociées du discours public. Cette séparation crée une forme d'hypocrisie sociale. Chacun sait. Personne ne dit. Un touriste peut être surpris par ce contraste, par ce décalage entre ce qui se vit et ce qui est autorisé à être exprimé. Faire une plaisanterie maladroite, évoquer un sujet intime ou adopter une attitude jugée trop libre peut provoquer un choc immédiat, même sans intention. Car ici, le silence protège l'ordre social. Il évite la honte, il maintient les apparences. Mais certains thèmes vont encore plus loin. Ils ne sont pas seulement tabous, ils sont dangereux à aborder. Et c'est à ce moment précis que la curiosité peut devenir un risque réel. Critiquer un ancien peut ruiner votre réputation. Dans cette culture, critiquer un ancien n'est jamais anodin. Même avec des mots mesurés, même avec de bonnes intentions. L'ancien incarne l'expérience, la mémoire, la continuité. Son statut dépasse souvent la logique ou les faits. Il est une autorité morale. Remettre publiquement en question ses paroles
où ses décisions peuvent ruiner une réputation. Pas seulement la vôtre, celle de votre famille, parfois même de ceux qui vous sont associés. Cette peur sociale est profondément ancrée. On apprend très tôt qu'il vaut mieux se taire que d'exposer un ancien à la honte. Même lorsque l'erreur est évidente. Même lorsque les conséquences sont lourdes. Pour un étranger, cette règle est difficile à comprendre. Dans beaucoup de cultures, le respect n'exclut pas le débat. Ici, le débat a des limites strictes. Les désaccords existent. Mais ils se murmurent, à l'abri des regards. Car exposer un ancien, c'est fragiliser l'ordre social. C'est rompre un équilibre invisible. Et parfois, cette autorité persiste même lorsqu'elle se trompe. Même lorsque le silence devient pesant. Même lorsque personne n'ose plus parler. La religion structure tout, même ce qui n'en a pas l'air. Dans la vie quotidienne, la religion ne s'impose pas toujours de manière visible. Elle ne s'impose pas forcément par des discours ou des règles écrites. Et pourtant, elle structure presque tout. Les horaires, les comportements, les limites de ce qui peut être dit ou fait. Même dans des situations qui semblent neutres, la référence religieuse est là, en arrière-plan. Silencieuse, mais constante. Pour un touriste, cette présence est facile à sous-estimer. On croit être dans une discussion ordinaire. On pose une question par curiosité. Et soudain, un malaise s'installe. Certaines questions religieuses sont perçues comme déplacées. Pas parce qu'elles sont hostiles, mais parce qu'elles touchent à l'intime, au sacré, à l'identité profonde. Remettre en question une pratique, comparer des croyances, ou chercher à comprendre trop frontalement peut être vu comme une remise en cause du groupe lui-même. Cette pression est invisible. Elle ne s'exprime pas par des interdictions claires. Elle se manifeste par des silences, des regards, des changements de ton. Beaucoup d'étrangers ne réalisent pas ce qu'ils ont franchi. Car le vrai danger n'est pas toujours religieux, il est social, et il se révèle souvent bien après la conversation. Certaines zones sont calmes uniquement en apparence. Dans certaines régions du pays, le calme est parfois trompeur. Des rues tranquilles, des villages paisibles, une impression de normalité totale. Mais ce calme est parfois trompeur. Les touristes se fient à ce qu'ils voient. Les habitants, eux, se fient à ce qu'ils savent. Et entre les deux, il existe un écart que personne n'explique vraiment. Certaines zones ne sont pas évitées par peur visible, mais par habitude, par prudence, par une connaissance tacite de ce qui peut arriver. Rien n'est signalé. Aucun avertissement officiel. Aucune explication directe. On vous dira simplement que ce n'est pas nécessaire d'y aller. Ou que ce n'est pas intéressant. Cette inquiétude silencieuse fait partie du quotidien. Elle ne se dramatise pas, elle s'intègre. Les touristes ne sont jamais censés voir ces tensions, ni les changements d'itinéraire, ni les conversations interrompues lorsqu'un lieu est mentionné. Car parler ouvertement de ces zones, c'est reconnaître une fragilité. Un déséquilibre que l'on préfère taire. Et parfois, même les locaux évitent d'en dire plus. Pas par ignorance, mais parce que certains sujets sont plus sûrs quand ils restent dans l'ombre. Il existe des vérités que les Maliens se murmurent entre eux. Dans la société, tout ne se dit pas à voix haute. Certaines vérités circulent autrement. Elles se murmurent, à l'écart, entre personnes de confiance. Ces non-dits collectifs concernent des sujets sensibles, parfois douloureux. Des réalités que tout le monde connaît, mais que personne ne veut porter publiquement. La raison est simple, la honte. Être associé à un problème, même involontairement, peut affecter toute une famille, un nom, une réputation. Alors on parle à demi-mot. On utilise des sous-entendus. On s'arrête brusquement quand un étranger s'approche. Cette tension psychologique est constante. Elle façonne les comportements. Les prudences excessives, les silences prolongés. Pour un touriste, ces moments passent inaperçus. Ils ressemblent à de simples pauses, à de la discrétion. Mais pour ceux qui vivent ici, chaque mot compte. Chaque phrase peut avoir des conséquences. Dire trop, c'est risquer l'exclusion. Dire mal, c'est attirer le regard du groupe. Et au sommet de ces non-dits, il existe un tabou plus lourd que tous les autres. Un sujet que l'on évite presque systématiquement, même entre soi.
Être étranger ne vous protège pas toujours. Pour beaucoup d'étrangers, l'idée d'une protection implicite semble évidente. Que l'on sera excusé. Que l'on ne sera pas vraiment tenu responsable. Au Mali, cette idée est trompeuse. Être extérieur au système n'efface pas ses règles. Parfois, cela rend même plus vulnérable, parce que l'erreur est plus visible, parce qu'elle est plus difficile à rattraper. Ignorer un tabou social, franchir une limite invisible, ou insister là où le silence est attendu peut entraîner une exclusion immédiate. Un changement d'attitude. Une porte qui se ferme sans explication. Rien de spectaculaire. Rien de brutal. Juste une distance qui s'installe. Le mythe de l'immunité touristique s'effondre alors. On réalise que certaines règles ne concernent pas seulement la politesse ou la tradition. Elles touchent à la survie sociale, à la capacité de rester accepté, de circuler, d'être aidé ou non. Ces tabous ne sont pas faits pour choquer. Ils servent à maintenir un équilibre fragile. Et celui qui ne les comprend pas peut s'y heurter sans jamais savoir pourquoi. Maintenant que ces vérités sont révélées, regarderez-vous encore ce pays de la même manière? Révélations intentionnellement gardées pour la fin. Au fil de ces révélations, une chose devient claire. Au Mali, la pression sociale peut être plus forte que la loi elle-même. Ce ne sont pas toujours les règles officielles qui comptent, mais celles que tout le monde connaît sans jamais les écrire. Sortir de ce système est presque impossible sans conséquence. S'écarter des attentes, mal interpréter un silence, confondre respect et distance, peut suffire à basculer de l'hospitalité vers l'exclusion. Ce qui protège n'est pas le statut, ni l'intention, mais la capacité à lire ce qui n'est jamais dit. Le sourire malien est réel. L'accueil est sincère. Mais il repose sur un équilibre fragile, maintenu par des règles invisibles. Et lorsque cet équilibre est rompu, il ne se passe souvent rien, en apparence. Juste un regard qui change, un silence qui s'allonge, une porte qui ne s'ouvre plus. Alors, une question demeure, troublante et persistante. Quand un pays sourit autant, que cache-t-il quand il se tait ?